Le 12 octobre 1989, Léo Moreau, un garçon de 11 ans, a disparu de la bibliothèque municipale de Clairefontaine, un village où il ne se passait jamais rien. Pendant 27 longues années, son affaire est restée une énigme glaciale, une blessure ouverte dans la mémoire collective de la communauté. Les enquêteurs ont exploré toutes les pistes, sans jamais trouver le moindre indice, la moindre trace. Léo s'était simplement volatilisé entre les rayonnages de livres, son lieu de refuge. Jusqu'en 2016, lorsqu'une découverte aussi improbable qu'inattendue a tout changé. Sa vieille carte de lecteur, silencieuse depuis près de 3 décennies, a été utilisée pour emprunter un livre. Un livre dont le titre était une provocation ou un message, astérisque l'art de l'évasion astérisque. Comment est-il possible que la vérité soit restée cachée si longtemps, si près de tout le monde? Avant de vous raconter comment un simple prêt de livre a pu déterrer un secret enfoui depuis près de 30 ans, commentez ici de quelle ville vous nous regardez, et abonnez-vous à la chaîne. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la chaîne d'événements que cette découverte a déclenchée, car elle a forcé tout un village à affronter ses propres fantômes. Ce qui a commencé comme un simple bip informatique dans une bibliothèque de province, est devenu le premier fil d'une pelote qui, une fois tirée, a révélé une conspiration bien plus sombre et complexe que quiconque aurait pu l'imaginer. L'histoire de Léo Moreau n'est pas seulement celle d'une disparition, mais celle d'un silence qui a rongé une communauté de l'intérieur, et la preuve que certaines vérités refusent tout simplement de mourir. Ce jeudi d'automne 1989 avait commencé comme tous les autres jours à Clairefontaine. Un ciel gris, une légère brise qui faisait tomber les feuilles, et le rythme paisible d'un village où chacun se connaît. Pour Léo Moreau, c'était une routine rassurante. Après l'école, il passait toujours par la bibliothèque municipale, son véritable sanctuaire. Ce garçon introverti, plus à l'aise avec les cartes et les récits d'aventure qu'avec les jeux de cours de récréation, y trouvait un monde à sa mesure. La bibliothécaire Madame Elvira l'avait vu s'installer à sa table habituelle, près de la fenêtre, son sac à dos posé sur la chaise voisine. Il était plongé dans un livre, comme toujours. Mais lorsque sa mère, Suzanne, est venue le chercher à 18h, la table était vide. Seul le sac était resté, comme le vestige silencieux d'une interruption brutale. Léo n'était plus là. La panique s'est installée presque immédiatement. Suzanne a d'abord cru à une blague, à un jeu de cache-cache. Mais les minutes se sont transformées en 1 heure, puis en une angoisse insoutenable. La gendarmerie locale a été alertée, et ce qui semblait être une simple fugue d'enfants a rapidement pris les allures d'une affaire criminelle. Les premières heures de recherche ont mobilisé tout le village. Des dizaines de volontaires, équipés de lampes de poche, ont ratissé les bois environnants, les rues désertes, les moindres recoins de Clairefontaine. Mais la nuit est tombée sans apporter la moindre réponse. L'enquête officielle, menée par des gendarmes plus habitués aux querelles de voisinage qu'aux disparitions d'enfants, a piétiné dès le début. Aucune trace de lutte, aucun témoin crédible, aucune demande de rançon. C'était comme si Léo s'était évaporé, laissant derrière lui un vide assourdissant, et une question qui allait hanter la région pendant des décennies. Où est Léo? Pour ses parents Suzanne et Michel Moreau, le monde s'est effondré ce jour-là. L'incertitude est devenue leur torture quotidienne, un poison lent qui a détruit leur vie de l'intérieur. Suzanne s'est accrochée à un espoir désespéré, transformant la chambre de Léo en un mausolée intact. Ses jouets, ses livres, ses vêtements, tout est resté à sa place, comme s'il allait rentrer d'une minute à l'autre. Chaque matin, elle ouvrait les volets de sa chambre, et chaque soir, elle les refermait sur un silence insupportable. Michel, lui, a choisi une autre voie pour gérer sa douleur. Incapable de supporter le chagrin figé de sa femme, et son propre sentiment d'impuissance, il s'est réfugié dans le travail à l'usine, et dans un mutisme profond, que seul l'alcool parvenait parfois à briser. Leur maison, autrefois pleine des rires de leur fils unique, est devenue une prison de chagrin partagé, mais jamais exprimé. La disparition de Léo a également laissé une cicatrice indélébile sur Clairefontaine. La solidarité des premiers jours s'est lentement effritée, pour laisser place à un climat de méfiance et de suspicion. Les rumeurs les plus folles ont commencé à circuler à voix basse dans les cafés et les commerces. Chacun avait sa théorie, son coupable désigné. Les voisins se regardaient différemment, et les portes, autrefois laissées ouvertes, se fermaient désormais à double tour. La bibliothèque municipale, cœur culturel du village, est devenue un lieu maudit, un rappel constant de la tragédie. Les parents ont commencé à utiliser l'histoire de Léo pour effrayer leurs enfants, transformant sa mémoire en une légende urbaine morbide. Clairefontaine avait perdu son innocence, et la peur s'était installée durablement dans les esprits, comme une ombre persistante qui refusait de se dissiper avec le temps. 2 figures clés de l'affaire ont porté le poids de cet échec de manière particulièrement intense. Madame Elvira, la bibliothécaire,
a été la dernière personne à avoir vu Léo vivant. Tourmentée par la culpabilité, elle a passé les 27 années suivantes à rejouer cette fin d'après-midi dans sa tête. Avait-elle manqué un détail? Un regard effrayé chez le garçon? La présence d'un inconnu dans la bibliothèque? Son témoignage n'a jamais varié. Il était là, en train de lire, puis il n'y était plus. Mais ses yeux trahissaient une peur ancienne, le fardeau d'une question sans réponse. De son côté, l'inspecteur Dubois, aujourd'hui à la retraite, n'a jamais digéré ce dossier. Ce fut l'échec de sa carrière, une affaire qui le hantait même dans son sommeil. Il avait conservé une copie de tous les procès-verbaux, les relisant sans cesse, espérant y trouver l'indice qui lui avait échappé, convaincu que la solution se trouvait à Clairefontaine, cachée derrière un mur de silence. Les années qui ont suivi ont été une longue succession de fausses pistes, et d'espoirs déçus. Chaque découverte d'ossements dans la région, chaque témoignage tardif et confus, ravivait la douleur des Moreau et l'attention des médias, avant de se solder par une nouvelle impasse. Des médiums ont proposé leurs services, des lettres anonymes ont envoyé les enquêteurs sur des chemins sans issue. L'une des pistes les plus sérieusement explorées, au milieu des années 90, concernait un réseau de délinquants itinérants qui avait été signalé dans la région à l'époque de la disparition. Pendant des mois, les gendarmes ont suivi cette piste à travers la France, interrogeant des dizaines de personnes, mais sans jamais pouvoir établir un lien concret avec l'affaire Léo Moreau. Chaque échec ajoutait une nouvelle couche de désespoir, et le dossier s'épaississait de rapports inutiles, devenant un monument de frustration bureaucratique. Pour la famille Moreau, chaque nouvelle piste était une épreuve. L'espoir, ce sentiment cruel, renaissait violemment, les arrachant à leur torpeur douloureuse, avant de les replonger dans un désespoir encore plus profond. Suzanne suivait chaque information avec une énergie fébrile, passant des heures au téléphone avec les journalistes et les enquêteurs, tandis que Michel observait ce manège avec une résignation lasse. Il ne croyait plus à rien. Il avait vu trop de fausses promesses se briser contre le mur de la réalité. Cette dynamique a créé un fossé encore plus grand entre eux. Elle s'accrochait à l'idée que Léo pouvait être en vie quelque part, tandis que lui était intimement convaincu qu'il ne le reverrait jamais. Leur dialogue s'était réduit à des silences lourds de reproches et de tristesse, chacun piégé dans sa propre version du deuil. Puis, le temps a fait son œuvre. L'affaire Léo Moreau est lentement tombée dans l'oubli pour le grand public. D'autres tragédies, d'autres mystères ont pris le relais dans l'actualité. À Clairefontaine, la vie avait repris son cours, en apparence. Une nouvelle génération était née, qui ne connaissait Léo qu'à travers les récits de leurs aînés. La bibliothèque avait été modernisée, l'inspecteur Dubois avait pris sa retraite, et Madame Elvira avait déménagé dans une maison de repos, emportant ses secrets avec elle. Le dossier, classé non élucidé, prenait la poussière dans les archives de la gendarmerie. Pour la justice, l'affaire était morte. Seuls les parents de Léo continuaient de vivre au rythme de cette absence, prisonniers d'un passé qui refusait de passer. Le mystère semblait destiné à rester à jamais scellé, dans le silence de ce petit village de l'Est de la France. L'enquête initiale, menée par la gendarmerie de Clairefontaine, fut un enchaînement d'hésitations et d'erreurs coûteuses. Les premières 48 heures, les plus cruciales, furent gaspillées en explorant la thèse de la fugue. Les gendarmes locaux, bien que dévoués, n'avaient jamais été confrontés à une affaire d'une telle gravité. La bibliothèque, qui aurait dû être immédiatement traitée comme une scène de crime potentiel, ne fut que partiellement bouclée. Des dizaines de personnes, entre les volontaires et les curieux, y ont circulé, contaminant irrémédiablement les lieux. Ce n'est que lorsque les enquêteurs de la section de recherche de la grande ville voisine sont arrivés que la procédure a été professionnalisée, mais il était déjà trop tard. Le ou les responsables avaient eu une avance considérable. Cette faillite initiale a semé les graines d'un doute qui n'a jamais quitté Michel Moreau. On n'avait pas cherché son fils avec la diligence nécessaire dès le début. Au bout de quelques mois, l'effervescence médiatique retomba aussi vite qu'elle était montée. Les équipes de télévision repartirent, les journalistes cessèrent d'appeler, et Clairefontaine retourna à son silence pesant. Pour l'administration judiciaire, l'affaire Léo Moreau devint un cold case, un dossier de plus dans une armoire métallique. Le sentiment d'abandon fut terrible pour Suzanne et Michel. Ils avaient l'impression que le reste du monde passait à autre chose, alors que pour eux, le temps s'était arrêté. Les enquêteurs de la ville, après avoir exploré toutes les pistes conventionnelles sans succès, ont fini par refermer leur classeur, laissant le dossier prendre la poussière. La promesse de ne jamais abandonner, faite lors des premières semaines, sonnait désormais comme une formule creuse. La machine judiciaire, lente et impersonnelle, avait broyé leur espoir, le réduisant à une simple référence administrative dans les archives des affaires non élucidées. Pour Suzanne Moreau,
Le temps ne passait plus. Il s'était figé le 12 octobre 1989. Chaque jour était une répétition du précédent, un rituel de douleur et d'attente. Elle maintenait la chambre de Léo dans un état impeccable, comme si son fils allait en pousser la porte d'un instant à l'autre. Elle a continué à lui acheter un cadeau pour chaque anniversaire, des présents qui s'empilaient dans un coin de la pièce, témoins muets d'une vie qui n'avait pas eu lieu. Son monde s'était rétréci aux murs de sa maison et au chemin qu'elle empruntait pour faire ses courses, le regard fuyant, traquant dans le visage de chaque adolescent croisait une ressemblance, un signe, un miracle impossible. Elle vivait dans une réalité parallèle, où son fils était simplement perdu, et où le retrouver n'était qu'une question de temps et de persévérance, une conviction qui la maintenait en vie tout en la consumant. Michel, lui, avait choisi une autre forme de prison, le silence. Incapable d'affronter le sanctuaire que sa femme avait érigé, il s'était muré dans son travail à l'usine, et dans une routine mécanique. Le soir, il trouvait un refuge temporaire dans l'alcool, qui anesthésiait la douleur mais creusait un fossé de plus en plus profond entre lui et Suzanne. Ils ne partageaient plus leur chagrin, ils cohabitaient avec lui, chacun dans sa propre solitude. Leurs conversations s'étaient raréfiées, remplacées par des silences lourds de non-dits et de reproches muets. Il lui en voulait de s'accrocher à un espoir qu'il jugeait insensé, et elle lui en voulait de baisser les bras, d'avoir accepté l'inacceptable. Leur amour, autrefois leur force, s'était érodé sous le poids de ce qu'ils n'arrivaient plus à se dire, transformant leur foyer en un champ de bataille silencieux, où la seule victime était leur propre couple. Clairefontaine avait appris à vivre avec son fantôme. La tragédie était devenue une partie de l'identité du village, une histoire que l'on racontait aux nouveaux arrivants à voix basse. Mais avec le temps, la compassion avait laissé place à une forme de gêne. Les habitants évitaient de croiser les Moreau. Non par méchanceté mais par impuissance. Que dire à des parents dont la blessure ne se refermera jamais? Le nom de Léo était devenu un tabou. On ne le prononçait plus, de peur de raviver une douleur que tout le monde préférait croire endormie. Le village avait inconsciemment signé un pacte de silence, choisissant l'oubli collectif comme mécanisme de défense. Cette amnésie volontaire était peut-être le plus grand des outrages, car elle condamnait Léo à une seconde disparition, celle de la mémoire collective, le laissant seul avec le chagrin indéfectible de ses parents. Loin du village, dans sa petite maison de retraité, l'inspecteur Dubois n'avait jamais tourné la page. L'affaire Léo Moreau était devenue son obsession, l'échec personnel qui avait terni la fin de sa carrière. Son bureau était une réplique miniature du bureau d'enquête de l'époque. Les murs étaient tapissés de cartes de la région, de photos de Léo et de chronologie des événements. Il passait des journées entières à relire les procès-verbaux, à réexaminer les témoignages, cherchant la faille, l'incohérence qui lui avait échappé. Il était persuadé que la clé de l'énigme se trouvait à Clairefontaine, cachée derrière la façade respectable du village. Il sentait qu'un ou plusieurs habitants savaient quelque chose, mais qu'ils s'étaient tus, par peur, par loyauté, ou par complicité. Cette conviction le rongeait, le transformant en un détective fantôme, menant une enquête solitaire contre le temps et l'oubli. Au début des années 2000, un espoir cruel vint frapper à la porte des Moreau. Un tueur en série arrêté en Belgique, connu pour ses mensonges pathologiques, avoua le meurtre de Léo lors d'un interrogatoire. Pendant plusieurs semaines, l'affaire a refait la une des journaux. Des enquêteurs français se sont déplacés, Suzanne a cru tenir enfin la vérité, aussi horrible soit-elle. Elle s'était préparée à entendre le pire, à pouvoir enfin commencer son deuil. Mais après vérification, les aveux se sont révélés entièrement fantaisistes. L'homme n'avait jamais mis les pieds à Clairefontaine. Pour les Moreau, le choc fut brutal. L'espoir, même le plus macabre, leur avait été arraché une nouvelle fois. Cette fausse piste a laissé des cicatrices profondes, les rendant méfiants envers toute nouvelle information. Le silence qui a suivi cette déception fut encore plus lourd, plus définitif, les enfermant un peu plus dans leur prison de chagrin. Et puis, en 2016, le silence s'est brisé. Le catalyseur de ce changement n'était ni un enquêteur tenace, ni une nouvelle technologie de police scientifique, mais une jeune femme nommée Carla. Fraîchement diplômée, elle avait accepté le poste de bibliothécaire à Clairefontaine, un endroit qu'elle ne connaissait que par sa réputation assoupie. Ignorante du poids de l'histoire qui imprégnait les murs de la bibliothèque, elle s'était lancée dans une tâche jugée fastidieuse par ses prédécesseurs. La numérisation complète des archives. Cela impliquait de passer au crible des milliers de vieilles fiches cartonnées, de registres poussiéreux et de tiroirs oubliés. Pour elle, ce n'était qu'un travail méticuleux. Elle ne savait pas qu'en organisant le passé, elle était sur le point de le réveiller de la manière la plus brutale qui soit, déterrant un secret que le village avait tout fait pour ensevelir.
C'est au fond d'une vieille boîte en métal, parmi des fiches d'adhérents inactifs depuis des décennies, qu'elle l'a trouvée. Une petite carte de lecteur en carton jauni, portant un nom qui a immédiatement fait écho en elle. Léo Moreau. Elle avait entendu l'histoire, bien sûr, comme tout nouvel arrivant. La carte était un objet d'un autre temps, avec une photo d'identité en noir et blanc d'un garçon de 11 ans au regard sérieux, presque solennel. Un fantôme de papier. Fascinée et un peu troublée, Carla a mis la carte de côté sur son bureau. C'était une relique, le dernier vestige administratif d'une vie interrompue. Elle la regardait de temps en temps se demandant qui était vraiment ce garçon, au-delà de la légende tragique. Pour elle, il n'était pas un mythe, mais un enfant qui aimait les livres, un habitué de ce lieu même. Quelques jours plus tard, l'impensable s'est produit. Alors que Carla finalisait la mise en service du nouveau système informatique, une alerte stridente a retenti sur son écran. Un prêt venait d'être enregistré manuellement via le portail en ligne, utilisant un ancien numéro d'adhérent qui aurait dû être désactivé. Le numéro correspondait à la carte posée sur son bureau. Celle de Léo Moreau. Carla a d'abord cru à un bug informatique, ou à une mauvaise blague d'un adolescent du village. Mais le titre du livre emprunté lui a glacé le sang. Il ne s'agissait pas d'un roman d'aventure ou d'un livre pour enfants. Le titre était une provocation, un message clair et terrifiant. Astérisque l'art de l'évasion. Histoire vraie d'échapper impossible astérisque. Le bip de l'ordinateur a résonné dans la bibliothèque silencieuse, comme un coup de feu tiré 27 ans plus tôt. Contrairement aux gendarmes de 1989, Carla n'a pas rejeté l'événement comme une simple anomalie. Son esprit, neuf et libre des préjugés de l'affaire, a immédiatement perçu l'intention derrière l'acte. Ce n'était pas aléatoire. Quelqu'un, quelque part, envoyait un signal. Le choix du livre a fait naître en elle une hypothèse vertigineuse qui remettait en cause 27 ans de certitude. Et si Léo n'avait pas été une victime passive? Si l'enlèvement et le meurtre n'étaient qu'une construction, une fausse piste? Et si sa disparition était en réalité une fugue, une évasion méticuleusement planifiée pour échapper à une menace bien présente à Clairefontaine? Pour la première fois, l'idée que Léo puisse être en vie, ou du moins qu'il ait été l'architecte de son propre sort, devenait une piste tangible. Le mystère venait de basculer. Sentant qu'elle tenait quelque chose de trop important pour être confiée à la gendarmerie locale, qui risquait de classer l'incident comme une farce, Carla a pris une décision audacieuse. Elle a cherché le nom de l'enquêteur principal de l'époque, l'inspecteur Dubois. Elle l'a trouvé dans l'annuaire, vivant seul dans un petit pavillon à la sortie du village. Quand elle a frappé à sa porte, elle a trouvé un homme vieilli, fatigué, mais dont le regard s'est immédiatement allumé lorsqu'elle a prononcé le nom de Léo Moreau. Elle lui a raconté l'histoire de la carte de lecteur, et du livre emprunté. Dubois l'a écouté sans l'interrompre, une lueur d'incrédulité puis d'intensité croissante dans les yeux. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un lui apportait non pas une rumeur, ou une théorie fumeuse, mais un fait. Un fait nouveau. L'enquêteur à la retraite et la jeune bibliothécaire venaient de former une alliance improbable. Dubois, comme réveillé d'une longue hibernation, a invité Carla dans son bureau, qui ressemblait plus à une salle de guerre qu'à une pièce de vie. Les murs étaient couverts de documents sur l'affaire. Il a sorti ses vieux dossiers, les étalant sur la table. « Oublions tout ce que nous pensions savoir », a-t-il dit d'une voix rauque, par le manque d'usage. Si ce n'est pas un enlèvement, alors c'est une fuite. Et si c'est une fuite, Léo l'a préparée. Ensemble, ils ont commencé à éplucher l'historique des prêts de Léo, non pas les livres d'aventure évidents, mais tout ce qui sortait de l'ordinaire. Carla, avec son accès aux archives numérisées et son regard neuf, et Dubois, avec sa connaissance intime de chaque détail du dossier, ont passé des heures à croiser les informations, cherchant une anomalie, un indice que tout le monde avait manqué à l'époque. Après 2 jours de recherche intensive, ils l'ont trouvé. Une ligne discrète dans les registres manuscrits de 1989, une information que personne n'avait jugée pertinente. Entre ses lectures de Jules Verne et de récits d'exploration, Léo Moreau avait emprunté, à plusieurs reprises, un ouvrage technique et austère que personne d'autre ne consultait jamais. Un traité massif et détaillé sur l'histoire des mines de charbon de la région, une industrie fermée depuis les années 60. Le livre était rempli de cartes géologiques, de plans de galeries, et de rapports techniques. Pourquoi un enfant de 11 ans, passionné d'aventures imaginaires, se serait-il plongé dans un tel livre? La question est restée suspendue entre eux, chargée d'une nouvelle tension. Ils sentaient qu'ils étaient sur le point de toucher à quelque chose d'essentiel, la véritable clé de l'évasion de Léo. L'évidence était là, sous leurs yeux, mais cachée par sa propre banalité. Pour Dubois, cette découverte était plus qu'un indice. C'était une décharge électrique qui réanimait des circuits neuronaux endormis depuis des décennies.
Un livre sur les mines. Pourquoi? La réponse ne pouvait se trouver que dans l'ouvrage lui-même. Une course contre la montre, mais une montre figée depuis 27 ans, s'engagea alors. Il devait retrouver cet exemplaire précis, celui que Léo avait tenu entre ses mains. Carla a plongé dans les archives de la bibliothèque, son clavier crépitant dans le silence religieux du lieu. Elle a finalement localisé sa référence. Astérisque le bassin houillé de Lorraine. Histoire et topographie d'un monde disparu astérisque. Selon le système, le livre n'avait plus été emprunté depuis 1989 et devait se trouver quelque part dans le fond mort, une section poussiéreuse et rarement visitée de la bibliothèque. L'espoir et l'appréhension se lisaient sur leurs visages. Après une heure de recherche dans les sous-sols obscurs et humides de la bibliothèque, parmi des étagères métalliques chargées de volumes oubliés, Carla l'a trouvé. Le livre était coincé entre un manuel d'agriculture de 1950 et un recueil de poésie locale. C'était un volume lourd, à la couverture rigide et austère, d'un vert sombre délavé par le temps. Une fine couche de poussière recouvrait sa tranche, preuve qu'il n'avait pas été touché depuis une éternité. Le simple fait de le tenir était un acte chargé d'émotion. Dubois a pris le livre des mains de Carla avec une précaution presque chirurgicale, comme s'il s'agissait d'une relique fragile. Ils l'ont posé sur une table, sous la lumière crue d'un néon. Pour la première fois depuis près de 30 ans, l'objet au cœur du secret de Léo Moreau était sur le point de parler. Le silence était total, seulement brisé par le battement de leur cœur. Ils ont commencé par le feuilleter, page par page. Au premier abord, rien. Des chapitres techniques sur les veines de charbon, des schémas de galerie, des statistiques de production. La déception commençait à poindre. Était-ce une autre fausse piste? Mais Dubois, guidé par une intuition forgée par des années d'enquête, a refusé d'abandonner. Un enfant ne lit pas ça pour le plaisir, murmura-t-il. Il s'en servait pour autre chose. Il a commencé à examiner le livre non pas comme un lecteur, mais comme un expert en criminalistique. Il a palpé l'épaisseur des pages, a examiné la reliure, cherchant une anomalie, une modification. Carla, observant sa méthode, a eu une idée. Elle a pris le livre, et l'a soupesé, puis l'a comparé à d'autres ouvrages de taille similaire. Celui-ci semblait étrangement rigide en son centre. Quelque chose n'allait pas. Avec une infinie précaution, Carla a ouvert le livre en son milieu, c'est là qu'ils l'ont vu. Une centaine de pages avaient été soigneusement découpées en leur centre, créant une cavité rectangulaire parfaite. Ce n'était pas un travail d'adulte, les bords étaient légèrement irréguliers, trahissant la main d'un enfant méticuleux mais manquant de pratique. À l'intérieur de cette cachette secrète, protégée par un sac de congélation jauni par le temps, se trouvait un petit carnet de croquis à la couverture bleue. Le cœur de Dubois s'est emballé, c'était là. La capsule temporelle de Léo. Le message qu'il avait laissé derrière lui, attendant que quelqu'un regarde au bon endroit. Ils ont sorti le carnet avec des mains tremblantes. 27 ans de silence, de questions et de douleur étaient peut-être contenus dans ces quelques pages. L'air semblait s'être raréfié dans la pièce, chaque seconde s'étirant à l'infini. Ils ont ouvert le carnet. Les premières pages étaient innocentes, remplies de dessins d'un garçon de 11 ans, des cartes d'îles au trésor, des portraits de pirates, des fusées intergalactiques. C'était le monde intérieur de Léo, un monde d'aventure et de rêve. Mais au fur et à mesure qu'il tournait les pages, le ton a changé radicalement. Les dessins d'exploration ont laissé place à des esquisses plus sombres, plus précises. Des croquis d'un tunnel étroit, de murs en pierre, d'étagères remplies d'objets qu'ils ne reconnaissaient pas immédiatement. Puis, sur une double page, un dessin plus détaillé, fait avec une application palpable. Il représentait une partie du sous-sol de la bibliothèque, avec une pierre signalée par une flèche. À côté, un mot écrit d'une écriture tremblante. Le passage secret. Léo n'avait pas seulement lu des aventures, il en avait trouvé une. Et cette aventure l'avait conduit vers quelque chose de terrible. La révélation est tombée comme un coup près, sur les dernières pages du carnet. Les dessins sont devenus frénétiques, presque griffonnés. On y voyait une silhouette d'homme, toujours de dos ou de profil, manipulant des caisses dans une pièce souterraine. Léo l'avait espionné. Sur la dernière page, un portrait de face, dessiné de mémoire, avec une précision étonnante pour un enfant. Le visage était celui d'un homme souriant. Un visage que tout le monde à Clairefontaine connaissait. En dessous, Léo avait écrit un nom. Monsieur Giroux. Henri Giroux, l'adjoint à la culture de la mairie en 1989. Un homme respecté, philanthrope, décédé d'une crise cardiaque en 1994. Il était considéré comme l'un des pères fondateurs de la bibliothèque moderne, un pilier de la communauté. L'horreur de la situation a frappé Dubois et Carla en plein visage.
Le monstre n'était pas un étranger de passage, mais une figure paternelle du village. Soudain, toutes les pièces du puzzle se sont assemblées dans un tableau macabre. Les objets dessinés par Léo dans la cachette de Giroud étaient des artefacts, des poteries gallo-romaines, des fibules mérovingiennes, des pièces anciennes. Dubois a compris le mobile. Giroud, profitant de son accès privilégié au site de fouilles archéologiques de la région, menait un trafic d'antiquités. La bibliothèque, avec ses sous-sols labyrinthiques connectés à d'anciens conduits, était sa plaque tournante. Léo, le petit explorateur, avait découvert son secret par le plus pur des hasards. Il n'avait jamais eu l'intention de s'enfuir. Il avait été réduit au silence. L'emprunt récent du livre sur l'évasion était donc un acte délibéré. Ce n'était pas Léo. C'était un message envoyé par quelqu'un qui connaissait la vérité, un fantôme du passé cherchant à la fois la justice et peut-être l'absolution. L'emprunt du livre n'était pas une provocation de Léo, mais un acte de contrition. L'homme derrière le clavier était Julien Giroud, le fils de l'adjoint à la culture. En 1989, il n'était qu'un adolescent de 14 ans, un témoin silencieux et terrifié du crime de son père. Pendant 27 ans, il avait porté ce fardeau, ce secret toxique qui avait rongé sa vie de l'intérieur. La peur de son père, puis la honte après sa mort, l'avaient maintenu dans le silence. Mais la culpabilité était un poison lent. L'idée d'utiliser la carte de lecteur de Léo, dont il connaissait l'existence pour avoir aidé son père à nettoyer le sous-sol, était son unique moyen de guider la vérité vers la lumière, sans avoir à prononcer les mots lui-même. C'était un appel au secours anonyme, une tentative désespérée de rendre à Léo la justice qu'on lui avait volée. Dubois et Carla comprirent immédiatement la portée de leur découverte. Le carnet n'était pas seulement un journal intime, c'était une feuille de route vers la vérité, dessinée par la victime elle-même. Ils passèrent la nuit à analyser chaque détail de la carte tracée par Léo. L'enfant, avec son esprit méthodique d'explorateur, avait utilisé les plans du livre sur les mines comme référence. Il avait dessiné le réseau de galeries souterraines qui passaient sous le village, reliant la bibliothèque à plusieurs caves, dont celle de la maison des Giroud. Une croix rouge, maladroite mais sans équivoque, marquait un emplacement précis dans une galerie murée, juste sous le cellier de la propriété. Le message de Léo était clair. Je suis ici. C'était à la fois un triomphe de l'enquête, et une tragédie insondable. L'enfant avait signé sa propre épitaphe. Le lendemain matin, l'inspecteur Dubois, le dos droit pour la première fois depuis des années, se présenta à la gendarmerie de Clairefontaine. Il ne venait pas en retraité nostalgique, mais en enquêteur porteur de la pièce à conviction la plus importante de l'histoire du village. Il posa le petit carnet bleu sur le bureau du jeune capitaine qui dirigeait désormais la brigade. Face au scepticisme initial, Dubois ouvrit simplement les dernières pages. Le dessin du visage souriant d'Henri Giroud, la carte détaillée, l'écriture d'enfant décrivant le passage secret. Le silence qui s'installa dans le bureau fut total. Ce n'était plus une théorie, mais un témoignage direct venu d'outre-tombe. En quelques heures, le procureur de la République fut saisi, et un mandat de perquisition fut délivré pour l'ancienne propriété Giroud. La machine judiciaire, si longtemps grippée, venait de se remettre en marche avec une force inouïe. La nouvelle s'est répandue dans Clairefontaine comme une traînée de poudre. Des véhicules de gendarmerie, des techniciens en identification criminelle et des camions de télévision ont convergé vers l'ancienne maison d'Henri Giroud, aujourd'hui habitée par une famille qui ignorait tout du sol maudit sur lequel elle vivait. Le village entier semblait retenir son souffle. Les habitants sortaient sur le pas de leur porte, chuchotant, le visage marqué par un mélange de stupeur, de honte et de fascination morbide. L'homme qu'ils avaient honoré, dont une salle de la bibliothèque portait le nom, était peut-être un monstre. Le pacte de silence tacite de Clairefontaine volait en éclats sous les projecteurs des médias nationaux. La communauté était forcée de regarder en face le secret qu'elle avait préféré ignorer, la pourriture qui se cachait sous sa façade respectable. Les opérations commencèrent dans le cellier de la maison. Guidés par la carte de Léo, les techniciens utilisèrent un radar à pénétration de sol. L'appareil a rapidement détecté une anomalie derrière un mur de briques, qui semblait plus récent que le reste de la construction. Le mur fut abattu avec précaution, révélant l'entrée d'une galerie de mine obscure et humide, exactement comme Léo l'avait dessiné. L'air qui s'en échappa était froid, et chargé de l'odeur de la terre et du temps. L'équipe de spéléologues de la gendarmerie s'est engouffrée dans le tunnel étroit. Chaque pas résonnait comme un compte à rebours. Dubois, Carla et les parents de Léo, tenus à l'écart mais présents, attendaient dans une tension insoutenable. 27 ans d'incertitude étaient sur le point de prendre fin, à quelques mètres sous leurs pieds. Après une heure qui a semblé durer une éternité, un gendarme est ressorti du tunnel, le visage grave. Il a simplement hoché la tête.
La découverte a été faite à l'endroit exact indiqué par la Croix-Rouge sur la carte de Léo. Dans une petite alcôve, à peine dissimulée sous une fine couche de terre et de chaux, ils ont retrouvé les restes d'un enfant. La confirmation finale est venue d'un petit objet retrouvé près du squelette. Une boussole de poche en laiton, que Suzanne Moreau a immédiatement identifiée comme celle qu'elle avait offerte à son fils pour son 11e anniversaire. Le cri qu'elle a poussé n'était pas un cri de surprise, mais de libération. Une douleur pure, sauvage, qui mettait un point final à des décennies d'un espoir qui était aussi une torture. Léo était rentré à la maison. Alors que la nouvelle de la découverte se propageait, un homme s'est présenté de lui-même à la gendarmerie. C'était Julien Giroux. Le visage des faits, il a tout avoué. Il a raconté comment, ce jour d'octobre 1989, il avait vu son père surprendre Léo dans le tunnel. Paniqué à l'idée que son trafic d'antiquités soit révélé, Henri Giroux avait entraîné le garçon dans le cellier. Julien avait entendu une dispute, un bruit sourd, puis un silence de mort. Son père l'avait menacé, lui ordonnant de ne jamais parler, le rendant complice par la peur. Il a décrit comment son père avait enterré le corps dans la nuit, le murant dans la galerie. La mort de son père des années plus tard ne l'avait pas soulagé, mais avait transformé son secret en un fardeau solitaire. La vérité, complète et sordide, était enfin révélée, non pas par une enquête, mais par la conscience d'un homme et le courage d'un enfant. Le procès de Julien Giroux fut une affaire à la fois rapide et complexe. Mis en examen pour non-dénonciation de crimes et recel de cadavres, il a bénéficié de circonstances atténuantes considérables. Son jeune âge à l'époque des faits, l'emprise psychologique écrasante de son père et ses aveux complets, ont pesé lourd dans la balance. Le tribunal a reconnu qu'il était autant une victime qu'un complice silencieux, un enfant piégé dans une tragédie qui le dépassait. Il a été condamné à une peine de prison avec sursis, une sentence symbolique qui reconnaissait sa faute sans ignorer sa propre souffrance. Pour Julien, la véritable peine avait déjà été purgée durant ses 27 années de silence et de culpabilité. La justice des hommes ne pouvait rien ajouter au poids qu'il avait déjà porté. Les funérailles de Léo Moreau ont eu lieu une semaine plus tard. Tout Clairefontaine était là, rassemblé dans un silence pesant autour du petit cercueil blanc. C'était un enterrement attendu depuis près de 3 décennies, une cérémonie qui marquait à la fois la fin d'une quête et le début d'un deuil véritable. Pour Suzanne, chaque prière, chaque pelletée de terre, était une libération. Elle ne veillait plus un fantôme, elle disait adieu à son fils. Michel, pour la première fois, laissa ses larmes couler librement, un barrage de chagrin contenu, qui cédait enfin. Autour d'eux, les visages des villageois, étaient un mélange de compassion et de honte. Ils n'enterraient pas seulement un enfant, mais aussi l'illusion de leur innocence collective, et le poids de leur propre silence se lisait dans chaque regard baissé. La révélation a eu l'effet d'un séisme à Clairefontaine. L'héritage d'Henri Giroux, le bienfaiteur, le père de la culture locale, a été réduit en cendres. La plaque portant son nom à l'entrée de la bibliothèque a été retirée en pleine nuit, sans cérémonie, comme un secret honteux que l'on dissimule. Le village, qui s'était construit une identité de tranquillité et de solidarité, a dû affronter sa propre part d'ombre. La façade s'était fissurée, révélant la pourriture qui pouvait prospérer derrière les portes closes et les sourires de convenance. Les conversations se sont faites plus rares, les regards plus lourds. Clairefontaine avait appris à ses dépens que les monstres ne sont pas toujours des étrangers, mais qu'ils peuvent porter le visage d'un voisin, d'un ami, d'un héros local. Pour l'inspecteur Dubois, la résolution de l'affaire a été un baume sur une vieille blessure. Il a assisté aux funérailles de loin, debout sous un arbre, sentant le poids de l'échec se lever enfin de ses épaules. Il avait tenu sa promesse tacite faite aux Moreau. Il a rangé définitivement sa copie du dossier, non plus avec frustration, mais avec le sentiment du devoir accompli. Carla, quant à elle, a demandé sa mutation quelques mois plus tard. La bibliothèque était devenue pour elle un lieu trop chargé d'histoire et de tristesse. Elle avait été le catalyseur, la clé inattendue qui avait ouvert la porte du passé. Mais une fois la vérité révélée, elle sentait que sa place n'était plus là. Elle laissait derrière elle un village transformé, à jamais marqué par le secret qu'elle avait aidé à déterrer. Il n'y eut jamais de confrontation directe entre les Moreau et Julien Giroux. Mais un jour, quelques semaines après le procès, Suzanne et Michel l'ont croisé au cimetière. Il était devant la tombe de Léo, une simple fleur à la main. Aucun mot n'a été échangé. Julien a simplement incliné la tête, les yeux remplis d'une tristesse qui semblait aussi vieille que la leur. Suzanne a soutenu son regard un instant, et dans cet échange silencieux, il n'y a pas eu de pardon, mais peut-être une forme de compréhension. Il voyait en lui non pas le complice du meurtrier, mais une autre vie brisée par Henri Giroux. Ils ont continué leur chemin, le laissant seul avec ses fantômes et la mémoire de l'enfant qu'il n'avait pas pu sauver. Léo Moreau n'est plus une légende urbaine à Clairefontaine.
Il est devenu un symbole. Le garçon qui aimait les livres et les cartes au trésor, a fini par en dessiner une lui-même, la plus importante de toutes, celle qui menait à la justice. Sa tombe, enfin ornée de son nom et de ses dates, est devenue un lieu de recueillement. La bibliothèque, autrefois maudite, a inauguré une petite salle de lecture pour enfants qui porte son nom. Ce n'est plus un mémorial de la peur, mais un hommage à la curiosité, au courage et à la vérité. La vie de Léo a été volée, mais son histoire, elle, a survécu, rappelant à tous que même les secrets les mieux enfouis, finissent toujours par trouver une fissure pour revoir la lumière du jour. Si vous pensez qu'aucune victime ne doit être oubliée et que la quête de la vérité est essentielle, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres enquêtes approfondies, sur des affaires qui doivent être racontées. Merci de nous avoir écoutés. Léo Moreau n'est plus un fantôme qui hante les rues de Clairefontaine. Son histoire, autrefois un conte effrayant chuchoté pour faire peur aux enfants, est devenue un héritage de courage et de persévérance. La salle de lecture pour enfants de la bibliothèque, ce lieu même où tout a commencé et fini, porte désormais son nom. Ce n'est plus un mémorial de la tragédie, mais un hommage vibrant à l'enfant qui aimait les livres plus que tout. Son courage posthume, celui d'avoir méticuleusement documenté l'horreur dans son petit carnet bleu, a entièrement transformé sa mémoire. Il n'est plus la victime passive d'un crime odieux, mais le héros silencieux qui a orchestré sa propre justice depuis l'au-delà. Le garçon qui rêvait de dessiner des cartes au trésor, en a finalement laissé une dernière, la plus précieuse de toutes, celle qui ne menait pas à l'or, mais à la vérité. Pour Suzanne et Michel Moreau, la fin de cette insoutenable incertitude n'a pas apporté la paix, mais une forme différente et plus pure de chagrin. La douleur n'est plus une agonie diffuse, un poison qui ronge chaque instant, mais une peine nette, tangible, à laquelle ils peuvent enfin faire face. Ils peuvent enfin commencer leur deuil. Ensemble, ils se rendent au cimetière, non plus pour pleurer à un vide angoissant, mais pour se recueillir sur la tombe de leur fils. La maison n'est plus un mausolée figé en 1989, elle redevient un lieu de souvenir. Ils ont recommencé à parler de Léo, à se remémorer le petit garçon espiègle qu'il était, avant que le drame ne les emprisonne chacun dans sa propre solitude. Le silence qui avait empoisonné leur couple s'est doucement dissipé, remplacé par une tendresse retrouvée, celle de deux âmes qui ont survécu à l'enfer. Clairefontaine ne sera plus jamais le même village. L'affaire a laissé une cicatrice profonde et visible, sur le visage de la communauté. L'innocence perdue ce jour d'automne 1989 n'a jamais été retrouvée, mais la révélation de la vérité a définitivement brisé l'illusion de tranquillité, sur laquelle le village s'était péniblement reconstruit. Les habitants ont appris une leçon brutale et humiliante. Le mal ne vient pas toujours de l'extérieur, il peut porter le masque de la respectabilité, et siéger au premier rang des cérémonies officielles. La méfiance, autrefois une rumeur souterraine, est devenue une réalité palpable. Les sourires sont moins prompts, les conversations plus prudentes. Le village a perdu sa fierté, mais il a peut-être gagné en humilité, forcé d'admettre que le silence n'est jamais une solution, mais simplement le terreau, où prospèrent les secrets les plus sombres. L'histoire de Léo Moreau transcende les frontières de son petit village. Elle nous rappelle une vérité fondamentale, et souvent inconfortable. Le temps n'efface rien. Il ne fait que